Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui des 3 grands dangers qui nous menacent, notre quotidien, notre épargne, également notre avenir. Finalement, ces 3 risques, en fait, ces 3 cracks qui sont en train de s'observer sous nos yeux. D'abord, le crack obligataire, c'est-à-dire que les taux d'intérêt sont en train de flamber. On vous avait prévenu, mais là, ça atteint des proportions assez incroyables. Donc, qui dit taux d'intérêt qui augmente, également dit nos crédits, les coûts de nos crédits qui vont augmenter, donc risque de récession. Parallèlement, on a cette bourse qui n'arrête pas de baisser, donc crack également boursier qui s'aggrave. Et puis l'euro, là aussi, qui atteint des plus bas depuis toujours 2002, mais ça ne cesse de baisser. C'est vrai que c'est assez incroyable. Donc, d'où la question, quelle sera l'ampleur de tous ces cracks et surtout quelles seront les conséquences pour notre économie, pour notre quotidien, pour notre épargne? Comment protéger également notre épargne face à ces cracks? On va répondre à toutes ces questions, évidemment avec des graphiques pédagogiques, explicites et toujours réalisés sans trucage. Je le dis à chaque fois, mais c'est important parce qu'il y a tellement aujourd'hui de fausses idées qui passent. Encore une fois, on a besoin de dire la vérité. Également, arrêtons cette méthode couée en disant « mais non, tout va bien dans le meilleur des mondes ». Ça fait des mois qu'on nous sert ça. On voit aujourd'hui où nous en sommes. On ne dit pas ça évidemment pour se faire peur. Il faut rester optimiste, mais il faut aussi être réaliste. J'avais annoncé ces augmentations de taux d'intérêt, la baisse de la bourse, la baisse de l'euro il y a déjà plusieurs mois. Parfois, certains me riaient au nez. On voit aujourd'hui où on en est. Tout ça pourquoi? Parce que simplement, on s'attache à la réalité économique et on essaye de dresser des prévisions. Donc voilà, on va y aller tout de suite avec ce premier graphique assez incroyable. Les taux d'intérêt, donc la dette publique française à 10 ans, on appelle les obligations de l'État français, ça explose. Vous voyez, on était encore négatif il y a quelques mois finalement, et là on a dépassé les 2,8% de taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique française. C'est un plus haut, regardez, depuis mai 2012. Eh oui, ça ne nous rajeunit pas. Eh oui, plus de 10 ans en arrière. Après, bien sûr, il y a eu la planche à billets de la Banque centrale européenne, donc les taux d'intérêt ont baissé, le coronavirus, là aussi une nouvelle phase de planche à billets. Donc on a sauvé à chaque fois le système, mais ça y est, il faut payer les factures. Et oui, les factures, il faut les payer. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre le crack obligataire le plus grave depuis, tenez-vous bien, 1986-1987. Oui, je vous ai fait un petit graphique ici sur très longue période. Donc là, ce sont les taux d'intérêt, encore une fois, à 10 ans de la dette publique française. On retrouve donc la forte hausse des derniers jours, des derniers mois. Et alors, la dernière fois qu'on avait une forte hausse, c'était donc au crack de 94. À l'époque, le taux d'intérêt avait augmenté de 2,8 points. Là, ils ont augmenté, vous voyez, de 3,2 points entre janvier 2021 et septembre 2022. 3,2 points de hausse. C'est un crack presque historique, parce qu'on a fait pire que ça, c'était en 86-87. Vous voyez, à l'époque, les taux d'intérêt avaient augmenté de 4,5 points jusqu'à 11,9%. Alors, ce n'était pas le même contexte. À l'époque, il y avait encore beaucoup de craintes inflationnistes. On sortait tout juste d'une phase de très forte inflation. Et c'est vrai qu'en 86-87, on craignait que l'inflation augmente de nouveau. Finalement, ça n'avait pas été le cas à l'époque, mais on avait eu cette flambée des taux d'intérêt obligataires avec parallèlement le crack d'octobre 87, le crack boursier. La hausse des taux d'intérêt suscite souvent un crack boursier. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit également aujourd'hui. Donc, vous voyez que nous vivons aujourd'hui une période historique, le plus grave crack obligataire depuis 1986-1987. Ça ne nous rajeunit pas, mais ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qui est en train de se passer. Alors, bien sûr, on pense à l'Italie, mais il n'y a pas que l'Italie. Bien sûr, on va en parler tout à l'heure. Le vrai problème également, ce sont aujourd'hui, nous, les Français, qui avons encore augmenté notre dette publique. Voilà, le chiffre vient de sortir. Au 2e trimestre 2022, la dette publique française a atteint un nouveau sommet historique. Vous voyez, 2916,8 milliards d'euros. Alors, ça aurait même pu être pire, parce qu'en fait, beaucoup d'administrations publiques ont puisé dans leur trésorerie pour baisser un petit peu la dette publique. Bon, c'est un petit peu factice, mais rassurez-vous, entre guillemets, rassurez-vous, au 3e et au 4e trimestre 2022, la dette publique va encore monter. On pourrait atteindre les 3000 milliards d'euros d'ici la fin 2022, au plus tard début 2023. Alors, en pourcentage du PIB, vous voyez que ça a un tout petit peu baissé, mais on est quand même proche des 114%. Parce qu'on dit, vous regardez, c'est moins grave qu'avant. Oui, c'est quand même pas rien, 114% du PIB, ce n'est pas rien. Et puis surtout, allez, cette dette qui continue de flamber, qui atteint des sommets historiques, et c'est ça le danger. Sur ce est venue bien sûr l'élection législative italienne. On s'attendait au résultat, ça a été confirmé, très large victoire de Giorgia Meloni, et donc vous voyez le taux d'intérêt italien, c'est la courbe verte ici, un plus haut, donc on atteint 4,75%, un plus haut depuis juin 2013. Au moment où je vous parle, la BCE essaye d'acheter de la dette, on essaye de limiter les dégâts, mais quand même 4,75%. Vous voyez, on n'avait pas fait ça depuis juin 2013. C'était à l'époque la suite évidemment
évidemment de la crise grecque, qui est d'ailleurs toujours là. On avait des craintes sur l'avenir de la zone euro. Mais là, c'est un petit peu pareil. Alors on verra quelles seront les mesures du gouvernement, sachant que, encore une fois, il ne faut pas non plus blâmer les Italiens. J'entends beaucoup de discours moralisateurs comme d'habitude. Il faut regarder la réalité en face. Aujourd'hui, l'Italie est malheureusement l'un des pays de la zone euro qui a le plus souffert ces dernières années. Et pour vous montrer, je vous ai fait un petit graphique. Vous voyez, un graphique très simple qui représente l'évolution du PIB, donc de la richesse qu'on crée dans les pays, hors inflation. Eh bien, alors, je vous ai mis l'Italie en vert, la zone euro, c'est en rouge, et la France, c'est en bleu. Eh bien, regardez, c'est assez simple. On commence l'histoire en 2007. Donc, on voit où était le niveau du PIB italien en 2007. Donc, c'est quoi? On a une base 100. Et regardez bien, malheureusement, là, il y a eu des phases de rebond. Mais aujourd'hui encore, nous parlons, nous sommes sur un niveau du PIB italien 6,6% inférieur au niveau de 2007. Le niveau du PIB italien aujourd'hui est celui qu'ils avaient en 2000, 22 ans en arrière, rendez-vous compte. Donc évidemment, nos amis italiens ont souffert, ils ont fait des efforts, des réformes également, ils ont réduit beaucoup de dépenses notamment sociales, alors que nous on les a augmentées. Tant mieux pour nous, mais évidemment les Italiens aujourd'hui ont énormément souffert, et donc voilà, ils crient leur ras-le-bol, et encore une fois, le gros problème est là, c'est que ils n'ont toujours pas leur niveau de PIB d'avant la crise. Alors nous, si on voit la zone euro, c'est 8,5%, donc depuis 2007, c'est pas énorme, et même nous les Français, vous voyez, 10,2% de hausse entre 2007 et 2021, c'est pas grand-chose, c'est seulement 0,7% de croissance par an. Donc même nous, avec une explosion de la dette publique, ça n'a pas servi vraiment à grand-chose. On a une croissance extrêmement faible, une activité extrêmement faible, et donc malheureusement également beaucoup d'inégalités, de malaise social, également sociétal, et c'est ça aujourd'hui qui est extrêmement dangereux, bien sûr en Italie, mais également en France, ne nous leurrons pas. Donc c'est pourquoi cette dette publique qui augmente, qui va encore augmenter, ça y est, jusqu'à présent il y avait la BCE qui achetait la dette publique, donc au travers de la planche à billets, maintenant elle arrête, elle en achète encore un petit peu, mais elle commence vraiment à l'arrêter, donc le taux d'intérêt augmente, et ce n'est pas terminé. Alors je vous ai fait un petit tableau récapitulatif pour voir l'augmentation de ces taux d'intérêt qui est généralisée. Alors, on va commencer par la Grèce, vous voyez, on avait 0,6% de taux d'intérêt en janvier 2021, on est à 4,95, quasiment 5%, un plus haut depuis décembre 2017, seulement, j'ai envie de dire, oui, parce que la Grèce avait évidemment toujours en crise jusqu'à encore dernièrement. L'Italie, on vient de le voir, donc un plus haut depuis juin 2013. Les États-Unis, 3,95%, un plus haut depuis avril 2010. Les Américains, aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont un peu plus de croissance que nous, ils ont moins de chômage également, mais en gros, comme la réserve fédérale américaine augmente très fortement les taux d'intérêt, on voit que ça joue. Donc là aussi, un crack obligataire également donc, aux États-Unis. En Espagne, 3,41, un plus haut depuis mars 2014, et nous, les Français, donc un plus haut depuis mai 2012. Vous voyez, donc 2,82% plus haut. Et même l'Allemagne, vous voyez, 2,23%. L'euro, c'est encore pire, parce que actuellement, l'Allemagne, c'était le bon élève, donc il y avait des taux d'intérêt toujours un peu plus bas que les nôtres. C'est toujours le cas, mais tout de même, c'est un plus haut aujourd'hui depuis novembre 2011. Vous voyez que donc ce sont des niveaux qu'on n'a plus atteints depuis des années, et donc à partir de là, ça montre qu'on a une situation extrêmement dangereuse sur l'activité, parce que quand les taux d'intérêt augmentent, ça aggrave évidemment la récession qui est en train de s'installer, d'où effectivement le krach boursier. C'est logique, quand les taux d'intérêt augmentent, toutes les valorisations des actions sont en train de baisser, comme les cours d'ailleurs des obligations, et donc c'est ce qui fait que les marchés boursiers baissent. Ils reviennent également vers une réalité, puisque comme on a une récession qui arrive, ils ne peuvent pas être valorisés. Et donc voilà, les derniers chiffres d'aujourd'hui du Standard & Poor's 500 et du CAC 40. Le Standard & Poor's 500 affiche une baisse, donc c'est la bourse américaine, de 24%. Nous sommes sur un plus bas aux États-Unis depuis, regardez bien, donc le 30 novembre, non pas 2022, il y a une petite erreur sur le titre, mais depuis le 30 novembre 2020. Et donc, c'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui presque 2 ans en arrière sur le Standard & Poor's 500, et pour le CAC 40, un plus bas depuis le 5 février 2021, c'est quasiment la même chose. Donc on a bien aujourd'hui un krach boursier qui est en train de s'aggraver. Alors si on zoome un petit peu sur la France, on le voit. Donc là c'était au moment où je parle. Alors c'est vrai que la bourse a un petit peu remonté entre le moment où j'ai fait les graphiques et au moment où je les présente, mais enfin c'est quand même moins 23% de baisse depuis le plus haut du 5 janvier 2022. Donc la baisse est bien là, le krach est bien là, il est en train de s'installer surtout, et malheureusement, comme on a une situation où les taux d'intérêt continuent d'augmenter, plus la récession, et plus l'inflation qui reste élevée, plus les risques bien sûr géopolitiques avec l'Ukraine et la Russie, les risques plus politiques ou sociaux et sociétaux en Italie, voire de fin de la zone euro, ça aussi c'est un risque, alors évidemment on n'imagine pas, mais il peut y avoir quand même de l'instabilité sur le fonctionnement de la zone euro, et bien évidemment donc les marchés s'inquiètent, et ils ont de quoi, avec en plus donc le dernier krach, l'euro qui n'arrête pas de baisser, vous voyez,
on a touché les 0,95 $ pour un euro, du jamais vu depuis juin 2002. Voilà, il y a plus de 20 ans maintenant, c'est assez incroyable. Et ça ne s'arrête pas, parce qu'évidemment la BCE nous dit, bon, je vais essayer de calmer le jeu, je vais monter les taux d'intérêt, mais non, ça ne suffit pas, parce que globalement, comme les Américains remontent leurs taux d'intérêt davantage que nous, comme nous avons également une récession, comme il y a des risques politiques et géopolitiques, l'euro va continuer de baisser, il pourrait aller très vite à 0,90 $ pour un euro, comme d'ailleurs je l'avais annoncé il y a quelques mois. Alors sachant qu'en plus de cela, eh bien malheureusement, là aussi, des derniers chiffres qui viennent d'être publiés, les indicateurs des directeurs d'achat, donc indicateurs avancés de l'activité, et là aussi, regardez, c'est la récession, on est à 48, ça c'est l'indicateur composite, on est largement sur la barre des 50, je rappelle que la barre des 50, au-dessus c'est la croissance, en deux ça c'est le recul de l'activité, là on est à 48, 48,2 exactement, donc vous voyez, ça y est, ça c'est le PIB de la zone euro, on va passer en négatif, on va avoir une récession. La récession est encore plus grave, regardez bien chez nos amis allemands. Là, c'est en train de s'effondrer. Dans l'industrie, c'est en rouge. Dans les services, c'est en vert. Vous voyez, on est des niveaux inférieurs à 46. On pourrait avoir un effondrement du PIB. Et là aussi, ça vient de sortir. L'indice IFO des perspectives d'activité, donc c'est l'institut allemand très sérieux. Regardez bien, c'est la courbe bleue ici. Ça s'effondre. On est quasiment au même niveau qu'on avait atteint en avril 2020, en pleine pandémie. En fait, à part ce niveau d'avril 2020, c'est un plus bas historique de l'indice, il faut des perspectives d'activité. Donc on comprend bien que le PIB, la courbe rouge en Allemagne, pourrait s'effondrer de 3, 4, 5, 6, 7%. En fait, on a l'impression qu'il n'y a pas de limite, surtout si effectivement on arrête l'activité à cause du rationnement, je dirais, énergétique. Donc on se rend bien compte que là, nous sommes dans une situation assez dangereuse pour l'Allemagne et pour l'ensemble de la zone euro. Alors, il y a quand même une petite bonne nouvelle, quand même, c'est que la France, malgré tout, a résisté, une fois n'est pas coutume, grâce notamment aux services, grâce bien sûr au tourisme, tant mieux. Donc là, on voit ici, c'est l'indicateur donc, des directeurs d'achat. Donc on est sous les 50, on est en récession dans l'industrie, mais dans les services, vous voyez, c'est la courbe verte. En France, on est légèrement au-dessus. Si on regarde maintenant l'indice INSEE du climat des affaires, toujours en France bien sûr, vous voyez que ça continue de baisser, on se rapproche des 0% de croissance. Donc ce n'est pas encore complètement la récession, si, dans l'industrie, mais comme on est sauvé par les services et le tourisme, est-ce que ça va durer? Ça, c'est une grosse question, parce qu'évidemment, il y a un peu moins de touristes, évidemment, à partir du mois d'octobre. Donc, ça risque d'être un petit peu moins bon, va-t-on dire. Et puis surtout, regardez, ça, c'est un plus gros problème. Si on regarde les indicateurs avancés de la consommation des ménages, notamment ici, donc, ce qu'on appelle l'indice dans le commerce de détail, l'indice du climat des affaires, ça baisse de nouveau très fortement, donc la consommation est là. On pourrait avoir une nouvelle baisse de la consommation en France. Et d'ailleurs, là aussi, le chiffre vient de sortir aujourd'hui même. C'est l'indicateur de confiance des ménages. Il y avait eu un petit répit au mois d'août, parce que les prix énergétiques avaient baissé, donc ça allait un peu mieux, c'était les vacances, etc. Mais bref, et ça y est, c'est reparti à la baisse. On retrouve le plus bas de juin 2013, à l'époque des craintes d'attentats. Et donc, ce qui veut dire que si on enlève ce point du printemps 2013, nous sommes sur un plus bas historique en termes de confiance des ménages. D'ailleurs, on devrait dire plutôt une défiance des ménages qui est extrêmement dangereuse, parce que ça génère donc une baisse de la consommation et également un risque social, voire sociétal, donc de stabilité sur la France et sur l'ensemble de notre économie, bien entendu. Donc, ce qui veut dire que malheureusement, les cracks qu'on vient d'évoquer ne sont pas terminés. Ils pourraient même continuer, s'amplifier, donc prudence, j'ai envie de dire, parce que souvent on me pose beaucoup de questions. Alors, qu'est-ce que je vais faire de mon épargne? J'en ai déjà parlé, mais j'en reparle de nouveau parce que c'est très important. Il faut rester extrêmement prudent. Alors, ceux qui aiment les montagnes russes, sans mauvais jeu de mots, allez-y, faites des allers-retours en bourse, etc. Mais sinon, aujourd'hui, je conseille la prudence, même si évidemment on ne gagne pas grand-chose sur les comptes surlivrés, a fortiori, avec l'inflation, ça rogne évidemment notre épargne. À court terme, il faut avoir une stratégie de prudence. Bien sûr, on continue de délaisser les actions, les obligations d'État. L'euro également, on reste sur le dollar, on reste sur le franc suisse, continue également d'atteindre des sommets historiques sur le franc suisse. Et donc, il faut adopter une stratégie de long terme. Donc, sur le long terme, on connaît les 3 meilleurs placements. D'abord, bien sûr, des actions qui vous donnent des dividendes. Donc là, on peut revenir, parce qu'il y a quand même des actions qui ont été pas mal massacrées, pas trop encore dans le numérique. On en reparlera certainement la semaine prochaine. Il y a un effondrement du numérique qui se prolonge. Donc, il faut rester extrêmement prudent sur ce qu'on appelle les valeurs de croissance, et notamment sur le Nasdaq. Par contre, il y a des belles entreprises qui ont bien baissé. On peut commencer à revenir à l'achat. Sur le moyen terme, il y aura bien sûr des dividendes. Et autre point, je dirais, d'investissement, l'immobilier, là aussi, c'est en train de baisser. Les prix sont en train de baisser, notamment dans les grandes villes. Mais là aussi, sur le long terme, on peut investir dans l'immobilier. Donc ça, c'est les deux piliers. Puis un troisième pilier, bien sûr, l'or, les métaux précieux. On peut revenir. L'or a quand même baissé artificiellement, c'est vrai, malgré toutes ces craintes. Ça va remonter progressivement. Mais il faut en mettre
10-15% de son portefeuille, pas trop non plus, parce que bien entendu, sinon si demain on espère l'inflation repart à la baisse, ou qu'on évite la troisième guerre mondiale, ou que la récession, on sort de la récession, alors là, l'or évidemment pourra repartir à la baisse. Donc il faut en avoir, ce que j'appelle toujours cette fameuse poire pour la soif, mais pas trop non plus, plutôt de l'or physique si on peut, mais c'est vrai que ça reste un vecteur d'investissement à favoriser également sur le long terme. Actions, immobilier, or et métaux précieux. Alors les crypto-monnaies, le bitcoin, soyez prudents, ça baisse énormément, j'en ai pas parlé parce que chaque fois que j'en parle, on me dit « Ah, voyez, vous êtes content que ça baisse ». Moi, je suis pas content, globalement, c'est vrai que j'appelle à la prudence, ne jamais oublier le couple rendement-risque. Si le rendement augmente, le risque augmente. Donc aujourd'hui, comme on a à la fois un risque très élevé, des rendements qui ne sont pas géniaux non plus, notamment sur les marchés boursiers, il faut garder la prudence et essayer de retrouver une vision de long terme, car ne l'oublions pas, les crises sont toujours des phases d'opportunité. Donc espérons qu'on pourra encore sortir par le haut de ces différentes crises. Il va quand même avoir une fin d'année un petit peu compliquée sur les marchés boursiers, les marchés obligataires, également sur l'euro. Donc il faut s'armer de patience, faire le dos rond et ça redémarrera. Mais nous serons là pour vous aider à traverser cette tempête. Merci encore pour votre fidélité. Portez-vous bien, bonne continuation et à très bientôt.